commencer tout de suite par une courte présentation de la Team France Export, puisque je vous ai dit que c'était un webinaire Team France Export, TFE pour les intimes. Donc, la Team France Export, qu'est-ce que c'est? La Team France Export, c'est depuis 2018, notre ancien Premier ministre, Édouard Philippe, a présenté ce projet, qui est un grand projet de réforme, refonte donc du dispositif d'accompagnement des entreprises à l'international. Donc, avant, effectivement, on avait une pléiade d'acteurs qui vous accompagnaient, vous, chefs d'entreprise, dans vos démarches export. Donc, on avait bien sûr les chambres de commerce. On avait également Business France, les financeurs comme la DPI, la Banque publique d'investissement française, les collectivités aussi régionales, les douanes, j'en passe. Donc, en France, mais également des acteurs sur les territoires étrangers. Donc, également les chambres de commerce françaises à l'international, les bureaux Business France, les conseillers du commerce extérieur. Voilà. Donc, on avait une pléiade d'acteurs, comme je vous disais. Donc, avant, ça c'était avant. Et aujourd'hui, tous ces acteurs donc, se sont réunis au sein de la même équipe, donc de la Team France Export. Donc maintenant, la Team France Export a été créée donc, avec deux grands objectifs. C'est vraiment vous faire gagner, vous les PME, les TPE à l'international, avec l'objectif donc d'avoir plus d'exportateurs et bien sûr plus d'exportations. Aujourd'hui, nous, CCI Ultramarine, donc la CCI Martinique, la CCI Guadeloupe, des îles de la Guadeloupe et la CCI Guyane, nous sommes unis à Business France pour créer la Team France Export dans nos territoires et vous faire profiter, bénéficier, vous, entreprises ultramarines, de ces avantages. Donc, chaque conseiller international que nous sommes conseillers internationaux que nous sommes dans nos territoires, nous sommes vos interlocuteurs privilégiés, référents qui sont vraiment dédiés à ce conseil de proximité pour répondre à vos besoins de vos entreprises, à vos problématiques. Donc, je me présente, je suis Nathalie Lugieri, donc je suis conseillère internationale de la Team France Export Martinique. Je m'occupe particulièrement de deux secteurs, donc le secteur des tech et des services et le secteur qui nous concerne aujourd'hui, industrie et clean tech. Je vais laisser la parole donc à ma collègue de la CCI Guadeloupe pour qu'elle se présente également. Raïssa, c'est à toi. Eh bien, bonjour à tous, je suis Raïssa Kerl, donc conseillère internationale à la CCI des îles de Guadeloupe. Donc, je suis basée à Pointe-à-Pitre. Et la Team France Export Guadeloupe, en réalité, elle existe depuis le mois de mars 2021. Donc, c'est vraiment tout récent. Et c'est la volonté de la CCI et aussi de la région Guadeloupe, en fait, de mettre en place un guichet unique de l'export à destination des entreprises, pour le coup, des entreprises guadeloupéennes. Donc, je suis heureuse de commencer aussi par cet événement qui est sur le développement durable, qui est aussi focalisé sur la Caraïbe et conjointement avec mes collègues de Martinique et de Guyane. Et donc, il s'inscrit dans la durée, puisque nous allons proposer un accompagnement personnalisé. Donc, Nathalie va revenir dessus un peu plus tard. Et puis, à la suite de ce webinaire, n'hésitez pas à nous contacter. Nos coordonnées seront transmises en fin de séminaire. Et je me tiens à votre disposition pour toute question. Voilà, je laisse ma collègue Nathalie prendre la suite. Merci Raïssa. Nous avons également donc, notre collègue de la Guyane qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Mais on vous passera également ses coordonnées. Donc, je sais qu'il y a quelques entreprises de la Guyane qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, ma collègue Patricia Calu. Donc, juste pour vous donner un aperçu donc, de notre gamme de solutions Team France Export. Donc, c'est véritablement une gamme complète de solutions sur mesure qui est vraiment adaptée à la maturité de votre projet export, de votre démarche export. Donc, bien sûr, on commence par vous sensibiliser, vous informer, donc à travers des ateliers d'information comme le webinaire d'aujourd'hui. Donc, on a une palette voilà, d'actions, d'informations avec des produits éditoriaux, des entretiens avec des experts, une phase de préparation également avec
les diagnostics export qu'on peut vous délivrer, la mise en relation, des formations, l'élaboration de votre plan d'action export. Donc, travailler véritablement sur votre stratégie. Et puis, le parcours se poursuit en fonction, bien sûr, de vos besoins par des conseils, comme prioriser vos différents marchés. Vous proportionnez aussi des études de marché. Donc, on va vous en donner un exemple de ce qu'on a pu faire dans le cadre d'un programme spécifique, mais on peut le faire également à travers la Team France Export. Également, vous apporter des conseils sur la réglementation internationale et puis également vous amener jusqu'à la prospection véritablement terrain sur un marché en particulier que vous ciblez, donc à travers une préparation sur mesure pour vous amener sur une action à l'étranger. Donc notamment à travers par exemple la participation à des salons internationaux, et je vous donnerai l'exemple également d'un salon dans la Caraïbe qu'on se propose voilà, de vous accompagner pour vous y faire participer. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous projeter sur ce marché, de vous accompagner, de vous permettre de décrocher des opportunités business. Et nous avons également dans la gamme de la Team France Export des solutions de rencontres B2B, d'accompagnement, voilà, un accueil en France d'acheteurs, de donneurs d'ordre, etc., sur les marchés publics également. Des actions dans la communication pour vous aider à être en relation avec la presse internationale, la communication digitale, et puis également un volet accélération avec la mise en place de ressources humaines à l'export du type du VIE. On pourra en discuter également ultérieurement. Donc le VIE, le volontaire international en entreprise, qui peut être disponible. Et tous ces outils, toute cette gamme complète de solutions est disponible sur notre plateforme des solutions Outre-mer. Donc, il y en a peut-être qui connaissent ce site internet, donc qui vous est dédié à vous, entreprises ultramarines. Donc, voilà, vous voyez le site www.teamfrance-export.fr/outre-mer. Donc, je vais laisser tout de suite la parole à mes collègues donc de la Team France Export, donc, qui sont de Business France, qui vont rentrer dans le vif du sujet pour vous présenter les priorités de la filière Cleantech à l'export. Donc, mes collègues Sophie et Emmanuel. Merci beaucoup Nathalie. Bonjour à tous, ravie d'être avec vous. Donc, moi, je suis Sophie Misson et je suis référente pour le secteur environnement basée à Paris au sein du siège de Business France. Donc l'environnement, pour moi, ça couvre les thématiques, les filières liées à l'eau et l'assainissement, à la gestion des déchets, l'économie circulaire, la qualité de l'air, la gestion des sites et sols pollués. Et puis, je suis aussi avec mon collègue Emmanuel Galland, que je laisse se présenter. Oui, merci Sophie. Bonjour à tous. Donc, je suis Emmanuel Galland, je suis référent sectoriel transition énergétique, ce qui va couvrir l'ensemble des sujets liés à la production, au transport et à la distribution d'électricité à travers toutes ces composantes, et donc notamment les équipements électriques, les smart grids pour l'aspect réseau électrique, et puis ensuite les énergies renouvelables, le nucléaire qui ne nous intéressera pas ici, et puis depuis quelques semaines, je suis également la porte d'entrée au sein de Team France Export pour la filière hydrogène, qui est une filière toute récente, mais très prometteuse, et je sais qu'il y a aussi quelques entreprises dans les Caraïbes qui se développent sur ce sujet-là, donc on a sans doute des choses à faire. Voilà, je reprends la main. Peut-être pour expliquer un petit peu en quoi consiste notre rôle de référent. En fait, nous, on est là pour venir en appui de vos conseillers internationaux qui se sont présentés juste avant, pour les accompagner sur la dimension connaissance sectorielle, priorisation de pays à l'international. On coordonne aussi la programmation des actions sur nos filières chaque année. On a autant Emmanuel que moi, entre 15 et 20 événements chaque année qu'on coordonne sur nos thématiques. Donc, on est là pour conseiller vos conseillers internationaux sur les éléments à vous proposer, les actions qu'on met en œuvre qui pourraient vous être utiles et parfois même à faire des points conseils avec vos conseillers internationaux et vous-même pour bien vous conseiller. Et on a aussi un rôle de point de contact de nos bureaux à l'étranger quand ils identifient des opportunités très spécifiques sur certains secteurs pour que nous, on puisse travailler avec eux et monter une action pour faire profiter aux entreprises françaises de ces opportunités.
Donc là, ce qu'on va faire avant de vous parler des grandes tendances sur les marchés qu'on couvre, on voulait juste vous faire un petit rappel sur les priorités, sur les outils qui sont à votre disposition pour trouver de l'information sur les marchés export. On a un certain nombre d'outils qui peuvent vous aider à défricher les marchés, les opportunités à l'étranger. Alors, vous allez certainement vous concentrer sur la zone Caraïbe, j'imagine l'Amérique latine, voire peut-être l'Afrique de l'Ouest. En tout cas, c'est dans notre préparation de cette intervention, c'est ce sur quoi on va essayer de se focaliser. Mais vous avez des outils qui couvrent le monde entier et qui vous font remonter des informations sur les marchés dans lesquels la Team France Export est présente. Donc, vous avez notamment un outil qui est sur le site de la Team France Export qui s'appelle Mes informations marché. Alors, c'est un peu coupé, vous ne voyez pas le titre en entier, mais c'est un nouvel outil qui a été lancé en février et qui recense des informations très actualisées des marchés. Tous les mois, nos bureaux à l'étranger les actualisent. Et donc, vous avez différentes sections selon vos secteurs. Donc, nous, on est rattaché au domaine de la transition écologique. Donc, vous voyez, vous avez un premier écran en bas à gauche. Et quand vous cliquez sur transition écologique, vous arrivez sur la carte du monde et vous pouvez cliquer ensuite sur chaque pays. Vous accéderez aux informations de ces marchés, que ce soit en termes de tendances sur votre filière ou de projets qu'on aurait identifiés via nos bureaux à l'étranger ou des nouvelles réglementations qu'on aurait identifiées ou une actualité sur un acteur local qui aurait évolué. Et donc, on essaie de faire remonter ces informations régulièrement sur cette plateforme. Et c'est déjà une première base d'information très intéressante pour des entreprises qui démarrent à l'international pour essayer de sonder les marchés d'intérêt par rapport à vos filières. Donc, sur la transition écologique, par exemple, on a différents sous-secteurs que vous pouvez voir là sur l'écran de droite. Il y a le secteur de l'architecture, le secteur du bâtiment et du second œuvre, de l'électricité et des smart grids, de l'électronucléaire, des ENR et d'efficacité énergétique, de l'environnement ou encore de la ville durable. Donc, nous, on est vraiment rattaché à cette thématique-là. Mais par exemple, on a vu qu'il y avait des entreprises parmi vous plutôt relevant du secteur des cosmétiques. Donc, vous avez un autre univers, un univers cosmétique dans lequel vous avez une autre cartographie et également des informations sur les marchés des cosmétiques. Voilà. On peut passer à la slide suivante. On a réalisé une infographie sur le secteur de la ville durable, donc qui date de fin 2020, qui est encore assez récente, où on a cartographié 26 marchés étrangers sur 4 grands thèmes qui sont rattachés à la thématique ville durable. Donc, on a notamment le thème de l'habitat, le thème de la mobilité urbaine, le thème de l'énergie et de l'environnement qui sont traités. Donc, pour chacun de ces 26 pays, 26 marchés étrangers, vous aurez des informations sur les marchés, sur les différents thèmes, que ce soit des informations sur, par exemple, sur l'environnement, le taux d'accès à l'eau ou à l'assainissement. Et donc, vous pouvez télécharger ce document gratuitement et avoir aussi un premier panorama des différents marchés sur la thématique ville durable. Je vais passer à la slide suivante. On a également réalisé un panorama des projets financés par les bailleurs de fonds sur les services essentiels. Donc, ce qu'on entend par services essentiels, ça a été assez mis en avant avec la crise du Covid. C'est tous les services au sein de la ville durable qui sont essentiels au bon fonctionnement de la ville. Donc, le traitement et l'assainissement de l'eau, l'accès à l'énergie, les énergies renouvelables et le traitement des déchets. Et donc, sur ces différentes thématiques, on a identifié tous les projets qui étaient financés par les bailleurs de fonds qui financent des projets dans les pays en développement, notamment en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine. Et ça également, c'est un document qui est tout récent, que vous pouvez télécharger gratuitement et qui vous donneront des indications sur les pays dans lesquels il y a des besoins importants et des montants qui sont alloués pour mettre en place des projets. Ce qui fait que derrière, vous allez aussi avoir des opportunités, même si vous ne répondez pas aux appels d'offres des bailleurs de fonds, vous allez potentiellement derrière pouvoir vous positionner pour entrer en contact avec des acteurs, des opérateurs qui auraient répondu à ces appels d'offres. Voilà, je peux passer à la slide suivante. Un dernier outil qui est utile pour des entreprises qui se posent des questions sur les marchés étrangers, ce sont tous les webinaires qu'on organise. Donc, depuis l'année dernière, on en a organisé un certain nombre, près d'une vingtaine, et on continue d'en organiser en 2021. Donc, c'est des webinaires de peu près 1 heure où on fait intervenir nos bureaux à l'étranger, également des experts locaux externes à la Team France Export, comme par exemple des bailleurs de fonds. Ou des témoignages d'entreprises qui vont intervenir pour présenter le marché, le contexte, les opportunités, les enjeux localement qui sont rencontrés,
et puis des conseils sur comment se positionner sur ces marchés. Donc, vous avez un certain nombre d'événements qui sont prévus, qu'on vous enverra la présentation a posteriori, donc vous pourrez revoir les webinaires qui vous intéressent. Si tu passes à la slide suivante, on a aussi remis les liens vers les replays des webinaires qui sont déjà passés. Donc voilà, c'est un outil intéressant pour les entreprises qui démarrent à l'international ou même celles qui sont déjà présentes, qui veulent en apprendre plus sur certains marchés. Voilà, on peut passer à la suite. Et là, je vais laisser la main à Emmanuel qui va faire un panorama des grandes tendances sur le secteur de l'énergie. Voilà. Alors, l'idée, c'était de faire regarder ce qui se passe dans le monde. Il est assez compliqué d'avoir des chiffres complets et précis sur sur les marchés de l'énergie dans le monde. D'une part, parce qu'on a rarement des chiffres agrégés. C'est souvent, on peut trouver des informations mais disparates, qui n'est pas toujours facile de rapprocher, qui sont parfois assez contradictoires d'ailleurs. Donc, plutôt que de parler de chiffres de marché, j'ai voulu mettre en avant quelques tendances qui me semblent importantes de ces dernières années. Je conclurai avec ce que je vois du futur et de ce qui me paraît important dans les années à venir. Donc, un rappel, ces 10, 15, 20 dernières années ont été marquées par une croissance fulgurante des énergies renouvelables qui ont une tendance à doubler tous les 3 à 4 ans en termes de capacité de production. Je parle en particulier de l'éolien et du solaire. Donc, cette croissance est liée principalement à la baisse spectaculaire de leur coût de production, qui a été permise par des effets d'économie d'échelle et au départ, évidemment, par les tarifs de rachat favorables qui étaient mis en place, mais qui peu à peu, dans les pays, commencent à être réduits, voire à disparaître, compte tenu de leur viabilité économique aujourd'hui. Même si, évidemment, qui dit ENR dit aussi ensuite investissement pour permettre leur intégration au réseau, leur stockage. Donc, c'est d'autres investissements qui seront à venir. Ensuite, une autre tendance, c'est d'avoir fait de l'accès des populations à l'électricité, enfin l'énergie en général, mais en particulier l'électricité, l'un des objectifs de développement durable qui s'est inscrit dans la suite des objectifs de développement du millénaire qui se sont arrêtés en 2015. L'électricité n'apparaissait pas dans ces objectifs de 2015. Depuis, ils ont été ajoutés, donc c'est important. Et donc, évidemment, la difficulté aujourd'hui, c'est les zones isolées, principalement en Afrique et dans une moindre mesure en Asie, où on retrouve des populations sans accès à l'électricité. On a aussi constaté depuis une dizaine d'années l'investissement massif des grands groupes, notamment pétroliers, dans les énergies renouvelables. Je pense en particulier à la filière éolienne offshore. On retrouve des investissements de sociétés comme Total, comme Shell, pour ne citer qu'elles, mais enfin, ensuite, l'ensemble des grands groupes pétroliers, au moins européens, se sont intéressés à cette filière. Et depuis quelques années, les Nord-Américains ou les Asiatiques s'y intéressent également. On constate aussi des investissements dans le solaire pour ces grands groupes. Alors, ça peut être des investissements directs, ça peut être des rachats, mais c'est en tout cas une tendance notable. Et puis, c'est également vrai des investisseurs financiers, des fonds d'investissement privés qui s'intéressent à cette filière et qui investissent massivement dans les filières, dans l'opération de ces sites. Donc voilà, je mets en avant l'opposition de plus en plus marquée avec les énergies fossiles, avec la volonté peu à peu de remplacer les énergies fossiles par les énergies renouvelables, en particulier dans le mix électrique, mais depuis assez peu, on parle évidemment aussi de les remplacer dans d'autres domaines de l'activité économique, l'industrie, le transport et d'autres. Alors sur la droite, j'ai mis un schéma, puisqu'un schéma vaut toujours mieux qu'un long discours, sur le mix électrique dans le monde en 2020. Voilà. Donc on voit quand même qu'aujourd'hui, au niveau mondial, qui est la première colonne, le fossile a encore une part très importante. Près des 2/3 de la production d'électricité mondiale reste d'origine fossile. Les ENR sont à 25% à peu près, et le nucléaire représente 10%, si on veut schématiser, avec des zones qui sont encore très, très largement dépendantes du fossile. Alors évidemment, le Moyen-Orient, par exemple, avec ses sources de pétrole et de gaz très nombreuses, mais également l'Asie du Sud, l'Asie Pacifique, toutes ces zones. Et finalement, c'est l'Europe qui aujourd'hui a la part d'ENR la plus importante avec l'Amérique latine, en raison principalement de l'hydroélectricité au Brésil. Donc voilà, ça donne une bonne vision des choses en tout cas de ce qu'est le mix électrique aujourd'hui, qui va devoir radicalement évoluer si on veut atteindre les objectifs de développement durable. Alors, tu peux passer à la slide suivante. Là, c'est finalement le même schéma, mais traduit en chiffres. C'est intéressant de voir les chiffres. Et si on regarde, par exemple, la ligne du Moyen-Orient, on voit que aujourd'hui,
Les ENR sont extrêmement minoritaires. Mais je cite cette zone à bon escient, puisqu'aujourd'hui, ces pays investissent massivement dans le solaire en particulier. Donc, ont des projets de plusieurs gigawatts, voire plusieurs dizaines de gigawatts, notamment les Émirats ou l'Arabie Saoudite. Donc, ce sont des pays qui ont des ressources en fossiles, mais qui ont compris l'importance aujourd'hui d'exploiter leurs avantages en termes de solaire en particulier. Donc, la transition énergétique passe aussi par ces zones. On peut dire quand même que l'ensemble de ces zones investit aujourd'hui dans les énergies renouvelables, mais à des degrés moindres. Donc, en tout cas, c'est à suivre. Tu peux passer à la slide suivante. Voilà, alors j'ai voulu mettre quelques chiffres un peu dans le disparate, mais ça permet d'avoir une vision assez complète finalement de ce qui se passe dans le monde. Alors, je disais tout à l'heure qu'il est compliqué d'avoir des chiffres de marché. J'en ai quand même indiqué un, alors, qui est une source américaine, qui estime le marché des Advanced Energies dans le monde à 1 600 milliards de dollars en 2018 de chiffre d'affaires. On ne va pas tout retrouver dedans, mais on va retrouver l'ensemble des investissements dans les énergies renouvelables. On va retrouver les transports intelligents qui sont alimentés notamment en électricité avec des capteurs, enfin des éléments des équipements liés à l'intelligence énergétique. On va retrouver le bâtiment intelligent aussi, où là encore on a à la fois les coefficients, enfin les bâtiments intelligents, mais les bâtiments aussi économes en énergie. Et puis ensuite, tout ce qui est smart grids qui apparaît en bas. Et puis l'avant-dernière ligne, c'est l'industrie du futur, enfin les investissements industriels. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est 1 600 milliards en 2018, c'était 1 400 en 2015, pour vous donner 1 350 même. Donc on est sur un ordre de progression d'en gros 20% tous les 3 ans. Donc c'est un secteur qui croît à très grande vitesse au niveau mondial, à un niveau supérieur à la croissance économique mondiale et à un niveau supérieur à la croissance démographique également. Donc c'est un secteur en forte croissance. Pour rester sur les énergies renouvelables, par exemple, on estime que la barre des 300 milliards d'euros, cette fois, d'investissement a été franchie en 2014 avec une croissance assez régulière, un peu moins sur 2019-2020, pour des raisons conjoncturelles en 2020 pour la Covid, mais on est sur des niveaux aujourd'hui à 400 milliards d'euros à peu près d'investissement dans les ENR chaque année dans le monde, ce qui est là encore considérable. Alors, ça implique, tu peux rester sur la page précédente, donc ça implique par exemple 16 millions de kilomètres de lignes électriques à construire, parce que les ENR, c'est d'abord des sites isolés, souvent, enfin des sites plus excentrés en tout cas que les centrales thermiques. Donc ça impose effectivement des kilomètres de lignes. Dans le détail, c'est 14 millions de lignes de distribution et 2 millions de lignes de transport. Donc, et c'est en termes de marché quelque chose comme 440 milliards de dollars d'investissement à prévoir sur 10 ans, d'ici 2030. 460 milliards, oui, pour être précis, d'ici 2030. Donc c'est gigantesque. Un autre chiffre, c'est 10,1 TWh de capacité de production électrique en 2030. Donc là encore, on sera à un niveau de production extrêmement élevé. Je parlais tout à l'heure des objectifs de développement du millénaire. On a aujourd'hui 770 millions de personnes dans le monde sans électricité. On estime que 110 millions pourront être connectés d'ici 2030, donc il en restera 660 millions. Ça reste un chiffre énorme. Alors, ce sera un peu plus que 110 millions, en fait, puisqu'évidemment, il y a une croissance démographique qui fait que plus de personnes y auront accès, mais il restera 660 millions de personnes sans électricité en 2030, ce qui reste très loin des objectifs qu'on souhaite atteindre finalement, plus personne sans électricité. Alors, si les énergies renouvelables augmentent, le charbon a entamé une baisse, mais une baisse extrêmement lente. La baisse de ses capacités de production dans le mix électrique, on parle toujours du mix électrique, sera de 8% entre 2019 et 2030, c'est relativement peu. Les pays, en gros, les pays d'Europe et d'Amérique du Nord sont en train de retirer pour la plupart, en tout cas, il y a des exceptions comme l'Allemagne, mais sont en train de retirer massivement leur capacité de production au charbon. Mais d'autres pays continuent de mettre en service des centrales. C'est le cas de la Chine et de l'Inde, même si la part des nouvelles mises en service d'unités au charbon est moindre que celle des énergies renouvelables. Et puis alors, autre chiffre qui indique une tendance, c'est 40% de véhicules neufs qui seront immatriculés en 2030 dans le monde ne seront plus alimentés par des moteurs thermiques. Donc, on aura des moteurs électriques, hybrides, voire hydrogène. Donc ça, c'est une tendance qui est majeure parce que ça inscrit aussi la décarbonation d'un secteur qui jusque-là était complètement dépendant du pétrole et qui va s'orienter vers d'autres alternatives. Donc on sera à 40% en 2030 et on sera sans doute à 100% en 2050. Ça reste des espoirs, mais
on s'oriente vers des bons chiffres, et un certain nombre de pays qui aujourd'hui fixent un objectif de retrait définitif du pétrole à 2030 ou 2040, notamment des pays européens. Donc voilà, c'était quelques pistes de réflexion. Tu peux passer au graphe suivant. Donc voilà, là pour reparler du mix électrique, enfin de l'installation en électricité. On voit que le charbon qui domine encore en 2020 sera bientôt dépassé par le gaz, ce qui est un moindre mal, mais ça reste une source fossile évidemment. On voit surtout le développement majeur du solaire qui dépassera à l'horizon 2030, qui deviendra à l'horizon 2030 un peu plus la première source mondiale de production d'énergie et d'électricité, et puis l'émergence également de l'éolien. L'hydroélectricité, pour elle, est plutôt sur une tendance assez de croissance, mais de croissance lente. On voit, alors pour revenir sur le charbon, effectivement, on est plutôt sur une tendance stable qu'une réelle baisse. Donc ça, c'est l'un des enjeux de la transition énergétique. Est-ce qu'on va réussir à faire descendre le charbon alors qu'aujourd'hui, les tendances sont quand même plutôt sur une consommation stable? Voilà, tu peux passer à la slide suivante. Voilà, donc ça c'est traduit autrement. Là, on est dans l'objectif de développement du millénaire qui effectivement vise au respect des accords de Paris, c'est-à-dire à la décarbonation massive de l'économie. Donc l'énergie étant évidemment l'axe majeur pour le permettre. Donc si on veut atteindre les accords de Paris, on doit passer des émissions qui sont aujourd'hui de 30 gigatonnes à 10 gigatonnes à l'horizon 2050. Donc en gros une division par 3 des émissions actuelles, ce qui est gigantesque compte tenu également de la croissance démographique qui va se poursuivre et de la croissance économique. Et ça se fera à travers des tas de moyens différents. Donc les renouvelables en feront une grande partie. L'efficacité énergétique également, donc dans le bâtiment, dans l'industrie en particulier. La captation de carbone, CCUS. Et puis les changements de carburant, voilà, donc finalement toutes ces sources seront nécessaires pour y parvenir. Il n'y aura pas une seule source suffisante pour y parvenir. Donc voilà sur ce slide. Et donc voilà, maintenant quelques conclusions, c'est plutôt ma vision personnelle de ce sera l'avenir, enfin de ce que sera l'avenir, et quelques éléments récents également qui laissent entrevoir des changements. Tout d'abord, l'élection de Joe Biden, c'est récent. Donc le retour des États-Unis dans les accords de Paris, c'est important, au moins en termes de signal, puisque les États-Unis restent aujourd'hui le premier émetteur mondial, enfin le deuxième après la Chine, mais le premier émetteur par habitant de gaz à effet de serre, parmi les pays développés en tout cas. Donc les États-Unis, on ne peut pas se passer des États-Unis pour réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et Biden, dès son arrivée, a annoncé, vous l'avez peut-être suivi, un plan majeur de relance de l'économie lié au Covid, mais avec une grosse part liée aux énergies renouvelables. Je crois que c'était 1 900 milliards de dollars à son plan, avec plusieurs centaines de milliards dédiés aux énergies et au retrait progressif du charbon et au développement des énergies renouvelables. Alors, en parallèle, on peut dire que la crise du Covid a permis, c'est ce que disait tout à l'heure Sophie, de remettre l'accent sur les services essentiels, et notamment donc l'énergie. Donc les plans de relance à travers le monde, et en particulier en Europe, qui est la zone qui a été la plus active dans ce domaine, accorde une très large part à la transition énergétique. Et donc le plan de la Commission européenne, c'est 750 milliards d'euros, dont 250 seront consacrés à la transition énergétique. Et derrière ce plan de la Commission européenne, les plans nationaux viennent abonder à leur tour la transition énergétique. Donc on est sur des investissements à venir majeurs, au moins en Europe. Alors, autre élément qui permet de mettre le doigt sur l'accélération nécessaire de cette transition énergétique, ce sont les catastrophes naturelles d'ampleur mondiale. Alors, on peut penser à l'Australie, par exemple, avec ces incendies de forêt majeurs qui ont marqué la population. Et il faut rappeler que l'Australie est un gros producteur de charbon, enfin le plus gros producteur de charbon, le plus gros exportateur de charbon en tout cas. Et son électricité est produite largement au charbon. Et aujourd'hui, la population australienne fait pression pour un tournant majeur. Et voilà, l'Australie fait clairement partie des priorités aujourd'hui en termes d'énergie renouvelable et notamment de solaire. Et puis, voilà, quelques nouveaux domaines de croissance à venir et qui devraient s'accélérer sur cette décennie. Donc, l'autoconsommation solaire, le stockage stationnaire qui fait partie des solutions, stocker davantage d'électricité pour moins produire, puisque c'est aussi l'idée, c'est produire de manière plus rationnelle.
et puis la mobilité décarbonée, quels que soient ces formes. Donc voilà, juste un rappel avant de conclure. De plus en plus de pays vont renforcer leur taxe carbone, ce qui va permettre l'accélération de la sortie des énergies fossiles, ou en tout cas de leur sortie plus rapide. La mise en place de mesures en faveur de la sobriété, une plus grande efficacité énergétique. Et puis, il sera important aussi de décarboner de nouveaux secteurs. Donc, je le disais tout à l'heure, la mobilité en priorité à travers l'hydrogène, à travers l'électricité, que ce soit la mobilité des véhicules particuliers, du transport routier, du transport ferroviaire, là où, quand en tout cas il n'est pas électrifié aujourd'hui, et puis le développement de l'hydrogène qui aujourd'hui apparaît comme une ressource tout à fait majeure des décennies à venir, en particulier si on arrive à le décarboner, enfin uniquement si on arrive à le décarboner d'ailleurs. Mais on a aujourd'hui des solutions qui apparaissent à partir notamment de biomasse, à partir évidemment d'énergie renouvelable, et puis à partir de nucléaire pour les pays qui sont équipés. En tout cas, c'est un des enjeux majeurs. Voilà. Et donc sur la dernière slide, on a des scénarios sur le graphe, je veux dire, on a des scénarios de croissance de la production d'électricité renouvelable, voilà, qui sont. Alors, on a 2 scénarios en réalité. Voilà, sachant que les pays émergents qui aujourd'hui sont encore finalement qui ont peu recours à l'électricité renouvelable, alors qu'ils ont souvent des potentiels importants, notamment en solaire, doivent maintenant, enfin, sont aujourd'hui des cibles pour les entreprises, notamment du solaire ou de l'éolien, sachant qu'évidemment, on aura derrière des financements internationaux, notamment des bailleurs de fonds, pour soutenir ces projets, puisque l'accès à l'énergie ou la décarbonation de l'énergie, et puis la décarbonation ensuite de tous les secteurs économiques sera massivement soutenue par les bailleurs de fonds. Voilà ce qu'on peut dire sur l'énergie en quelques mots. Donc voilà, là c'est la carte du monde qui indique à la fois nos priorités géographiques en termes d'action, mais aussi en termes de ressenti. Donc les pays qui apparaissent en couleur sont les pays qui nous semblent aujourd'hui les plus porteurs pour l'offre française. Donc il faut dire que sur les ENR, électricité smart grids, et ce sera le cas aussi de l'environnement, je pense, Sophie, nos choix sont un peu des choix subjectifs, parce que finalement, comme on le disait tout à l'heure, ce sont des services essentiels. Donc dans le monde entier, on a des besoins de ce type. Donc l'idée, c'est plutôt d'essayer de définir des pays sur lesquels les entreprises françaises auront un avantage comparatif et ont intérêt à aller, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller sur les autres zones, évidemment, puisque, encore une fois, ces marchés-là sont des marchés mondiaux, ce qui n'est pas le cas de certains autres secteurs, hein, mais clairement, les ENR, aujourd'hui, ou l'électricité, sont des marchés qui ont des potentiels partout. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en vert sont les pays qui nous apparaissent comme prioritaires pour l'offre française. En orange, les pays à suivre de près, et puis en gris, d'autres pays sur lesquels la concurrence est peut-être déjà plus forte et plus installée, mais malgré tout, il est intéressant d'aller. Voilà, alors dans la zone Amérique latine, je ne vais peut-être pas aller au-delà, mais je vais signaler le French Clean Tech Booster, qui est un booster d'accompagnement sur les entreprises de l'énergie au Brésil, donc avec un programme d'à peu près 6 mois de prise en charge des entreprises, d'accompagnement de bout en bout, hein, des premières sessions de formation à ce qu'est le marché de l'énergie, le potentiel, comment travailler avec les Brésiliens, pour ensuite avoir des rendez-vous concrets avec les donneurs d'ordre, et puis à terme avoir une mission sur place, sachant que Covid aidant, on a privilégié cette année une version digitale avec une mission possible en fin d'année sur ce pays. Et puis, alors je le mentionne, mais très rapidement, les Clean Tech BS Meetings sur Brésil, Colombie, Mexique, et en particulier Colombie, qui est un pays important aussi, alors assez proche de vous géographiquement, enfin, toute proportion gardée, mais voilà, on reste assez près. Et c'est un pays qui a de très importants investissements dans les énergies renouvelables, donc il peut être intéressant à prospecter. Pour le reste, hein, vous le verrez sur notre site internet. Vous aurez aussi l'accompagnement de vos conseillers internationaux qui pourront vous éclairer sur ces différentes missions si besoin. Voilà. Et donc sur la page suivante, on a la programmation sur l'électricité et smart grids. Donc c'est pareil, hein, même schéma, même façon de fonctionner. Et donc, voilà, je te laisse la main à Sophie sur la partie énergie renouvelable, environnement. Merci Emmanuel. Alors, voilà, bon, tu as avancé un peu les diagrammes, mais ce n'est pas grave, on va prendre la même cartographie. En fait, cet exercice, on le fait chaque année où on identifie avec nos bureaux à l'étranger les pays prioritaires sur les différentes filières.
Et on établit cette cartographie des pays prioritaires à peu près au mois de mai-juin. Donc là, on va travailler sur l'actualisation de ces cartographies dans quelques jours, quelques semaines. Et donc, la particularité de la cartographie sur les priorités du secteur environnement est assez difficile parce qu'en fait, ça réunit plusieurs secteurs qui n'ont pas forcément les mêmes priorités pays. Donc, c'est un peu une synthèse, en fait, cette cartographie des priorités selon les sous-filières de l'environnement. Et donc, on voit quand même que des pays importants, donc il y a l'Amérique du Nord reste une zone importante, l'Asie avec l'Inde et la Chine notamment, mais aussi l'Asie du Sud-Est est une zone importante, mais il y a quand même l'Afrique qui reste la priorité, en tout cas pour les entreprises françaises. On a énormément d'actions et ça ne se voit pas vraiment avec les couleurs sur la carte parce que c'est plein de petits pays, mais il y a beaucoup de besoins en Afrique dans le secteur de l'environnement et beaucoup d'entreprises françaises qui proposent leurs solutions à des pays africains. Et bien sûr, il y a quelques besoins en Europe, même si les marchés sont déjà un peu plus matures. Il y a quelques besoins en Europe. L'Amérique latine, c'est vrai que c'est un peu moins. Je reviendrai dessus quand on parlera plus spécifiquement du secteur de l'eau. Mais c'est vrai que c'est une zone où on a moins d'entreprises françaises qui s'y rendent. Et les besoins sont importants, mais les financements un peu moins importants qu'en Afrique ou en Asie du Sud-Est. Voilà. Donc, je vais pas faire une présentation aussi complète que celle d'Emmanuel, puisqu'on a choisi de faire un focus sur l'énergie. On avait regardé qui parmi vous était présent. C'est vrai qu'il y avait quand même une majorité d'entreprises du secteur de l'énergie. Donc, moi, je vais juste revenir rapidement sur les priorités qu'on a identifiées sur notre cartographie des pays prioritaires. Donc, on a dans le secteur de l'eau, gros focus sur l'Afrique parce que l'Afrique avait mis la priorité surtout sur l'accès à l'eau potable pendant un certain temps, même si ce n'est pas encore tout à fait, on va dire, finalisé. Il y a encore beaucoup de besoins pour permettre aux populations d'accéder à l'eau potable, mais il n'y avait pas eu grand-chose de fait sur l'assainissement. Et là, depuis quelques années, on voit que les financements s'orientent de plus en plus sur l'accès à l'assainissement, puisque l'Afrique est confrontée aux problématiques du changement climatique et notamment aux sécheresses. Et donc, ils doivent mieux gérer leurs ressources en eau qui varient, qui changent, qui évoluent. Et donc, ils vont l'assainissement est clé en fait pour réutiliser la ressource, pour la réintégrer dans les circuits. Donc, il y a de plus en plus de projets financés pour la réutilisation des eaux usées, pour l'assainissement tout simplement de base, puisqu'après l'eau était rejetée la plupart du temps dans les milieux naturels et polluait les milieux naturels et les nappes phréatiques. Donc, il y a de plus en plus de projets autour de ça en Afrique. Notamment en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est une zone qui n'est pas très éloignée des Caraïbes et que vous pourriez regarder de plus près. Dans le domaine de l'eau, on a aussi des besoins en Inde, où il y a beaucoup de problèmes de pollution et des variations aussi de ressources en eau. En Asie du Sud-Est, il y a beaucoup de problématiques liées à la pollution des eaux, pollution liée beaucoup à l'agriculture. On pourrait penser que c'est plutôt lié à l'industrie, mais en fait, il y a beaucoup d'agriculture et les sources de pollution sont souvent issues de l'agriculture en Asie du Sud-Est. Et si je reviens sur une zone qui est plus proche de vous, donc aux États-Unis, les principales problématiques dans le secteur de l'eau, c'est surtout la gestion des infrastructures des réseaux d'eau qui ont des taux de fuite assez conséquents et donc beaucoup de pertes d'eau sur les réseaux, des infrastructures très vieillissantes qui sont nécessaires de remplacer et beaucoup d'investissements nécessaires, mais par contre, il n'y a pas toujours les fonds derrière pour les financer. Mais c'est des grandes problématiques qui sont rencontrées. Et puis des pollutions plutôt liées aux industries pour le coup. Aux États-Unis, des pollutions qui ont fait beaucoup de bruit, notamment, je pense à une pollution au plomb dans les tuyaux, les canalisations vers le Michigan, au nord des États-Unis, qui avait touché beaucoup d'enfants qui avaient des problèmes de santé ensuite. Donc, il y a des scandales comme ça qui font qu'il y a des choses qui bougent aux États-Unis. Mais c'est vrai que les financements restent quand même assez limités. Et ensuite, il y a l'Amérique latine. Et en Amérique latine, on a pas mal de besoins sur le Chili qui a été confronté en 2019 à la pire sécheresse depuis 60 ans. Il y a beaucoup de problématiques liées à l'eau au Chili puisque la gestion de l'eau est privatisée et il y a une gestion qui doit être améliorée au niveau de la ressource. Donc, si vous avez des solutions autour de la gestion de la ressource en eau, il peut y avoir des opportunités sur le Chili. Et puis dans le reste du pays, du continent, pardon, il y a aussi des besoins dans le domaine de l'eau, mais ils restent plus faibles par rapport à tout ce qu'on peut identifier sur d'autres zones dans le monde.
Ensuite, sur le secteur de la qualité de l'air, je dirais que la qualité de l'air, les problématiques de qualité de l'air se concentrent beaucoup sur l'Asie. Parmi les 40 villes les plus polluées, on trouve uniquement des villes soit chinoises, indiennes ou pakistanaises. Donc ça vous montre bien qu'on est plutôt orienté sur les grandes problématiques, les grands enjeux dans la pollution de l'air et la gestion de cette pollution sont plutôt orientés sur l'Asie du Sud-Est et l'Asie en général. Et souvent, c'est plutôt des pays qui sont fortement industrialisés ou qui ont des grosses problématiques de pollution et qui voient la population et l'inquiétude des populations monter de plus en plus et donc qui mettent en œuvre des mesures pour améliorer la qualité de l'air, notamment dans les grandes villes. Mais on a quand même des besoins aussi, je dirais, au-delà de l'Asie, il y a beaucoup de besoins et de projets. En tout cas, il y a beaucoup d'entreprises françaises du secteur de la qualité de l'air qui ciblent le Maghreb en ce moment. Le Maghreb et puis récemment qui se sont retournés aussi sur l'Europe liés au Covid et donc la fermeture des frontières ont fait que beaucoup d'entreprises se sont plutôt réorientées aussi sur les pays européens et regardent ce qui se passe au niveau de l'Union européenne et du financement du financement et puis des nouvelles mesures que met en place l'Union européenne pour vis-à-vis du Covid et vis-à-vis de l'amélioration de la qualité de l'air, puisque le Covid touche quand même à la diffusion de pollution ou de bactéries, de virus dans l'air. Et donc, les entreprises du secteur de la qualité de l'air sont en mesure de proposer un certain nombre de solutions, un panel de solutions. Et donc, elles observent très précisément ce qui se passe au niveau de l'Union européenne, puisqu'il y a par exemple des écoles en Allemagne qui ont mis en place tout un système de filtration de la qualité de l'air suite au Covid. Donc, il y a pas mal de mesures qui sont mises en place comme ça un peu partout. Et donc, là, il y a des besoins qui remontent petit à petit sur l'Europe. Et une autre zone pour la qualité de l'air, c'est le Canada, le Québec, où il y a beaucoup de relations entre la France et le Québec autour de cette problématique. Et c'est une zone à regarder de près aussi par rapport à ce secteur. Et dernier point, le secteur des déchets. Donc là, j'ai vu que parmi vous, il y avait des entreprises qui relevaient de ce secteur-là. Je vais peut-être vous faire juste un panorama de ce qui se passe au niveau mondial. Donc, vous devez peut-être savoir qu'il y a quelques années, la Chine a fermé ses frontières aux matières recyclées des pays développés, parce que beaucoup de pays développés envoyaient leurs matières en Chine, là où il y avait beaucoup d'usines, en fait, notamment pour le plastique, et qui réceptionnaient du plastique recyclé pour alimenter ces usines. Et il y avait beaucoup de déchets qui étaient envoyés en Chine, mais qui n'étaient pas bien triés, qui étaient de très mauvaise qualité. Donc la Chine a fermé ses frontières pour limiter les pollutions en Chine. Et donc les pays développés ont dû trouver des solutions pour mieux recycler leurs déchets, mieux les traiter. Et la Chine, en parallèle, vient de lancer tout un programme de mise en place du recyclage localement. Des filières de recyclage dans les 200 plus grandes villes chinoises, très ambitieux. Et donc, il y a ces filières de recyclage n'existaient pas vraiment auparavant. Il y avait beaucoup d'incinérateurs pour brûler les déchets, mais pas tellement de filières de recyclage. Donc, comme ils n'ont plus les sources de plastique autant qu'ils le voulaient des pays étrangers, en tout cas pas du plastique de qualité, ils sont en train de mettre en place toute une filière de recyclage en Chine pour pouvoir avoir cette matière secondaire à fournir à leurs usines, notamment sur l'aspect du plastique. Et donc en parallèle, les États-Unis et puis même les pays européens ont dû trouver des solutions pour recycler le plus localement possible leurs déchets. Ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais il y a des réglementations qui voient le jour, notamment aux États-Unis. En France, on a une loi qui a été votée en janvier 2020, sur l'économie circulaire, qui est très ambitieuse. Il y a beaucoup de pays européens qui suivent aussi cette voie, et donc on ne parle plus vraiment de gestion des déchets, mais beaucoup plus d'économie circulaire, et donc on intègre toute une dimension de réduction des déchets, de création de filières, de responsabilité élargie des producteurs, où les fabricants doivent financer les filières pour recycler les déchets selon chaque filière. Et ce schéma-là est de plus en plus développé à travers le monde. D'ailleurs, on nous sollicite beaucoup, nous, Business France et le ministère de l'Environnement en France et même l'ADEME, pour accompagner certains pays à mettre en place des filières de recyclage, notamment certains pays demandent à être accompagnés sur la mise en place de filières REP, donc de responsabilité élargie des producteurs, ces fameuses filières qui sont financées par les producteurs des déchets à l'origine. Donc, par exemple, la filière du pneu ou la filière du plastique ou des emballages, ou la filière encore des meubles, par exemple. Donc, mettre en place ce genre de filière de recyclage dans les différents pays.
Donc, les priorités sur le secteur des déchets, les solutions qui vont être recherchées, que ce soit en termes de technologie, de savoir-faire, de services, vont être surtout sur l'Asie du Sud-Est aussi, puisque suite à la fermeture des frontières en Chine, beaucoup de déchets sont partis plutôt sur l'Asie du Sud-Est, qui ont eux aussi beaucoup fermé leurs frontières et eux aussi beaucoup réorganisé leur marché de gestion des déchets. Donc, au final, on a quand même des besoins en Asie du Sud-Est, en Europe et aux États-Unis. Voilà pour les priorités sur le secteur de l'environnement. Je n'ai pas parlé de la gestion de la pollution des sites et des sols et je n'ai pas le petit logo sur la carte qu'on voyait juste avant par rapport à la pollution des sites et des sols. Mais ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est qu'il y a quand même pas mal de besoins sur la Chine en ce moment qui nous sont remontés. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Chine autour de la pollution des sites et des sols. Pas mal en Europe aussi. Mais c'est vrai que ça reste un secteur un peu plus à la marge que ces trois principaux secteurs avec lesquels on travaille régulièrement. En Chine, pour information, sur la pollution des sites et des sols, du jour au lendemain, la Chine a mis en place une loi qui indiquait que la pollution de l'environnement devenait un crime. Et donc, du jour au lendemain, beaucoup d'industries, d'entreprises ont dû trouver des solutions puisque c'est assez radical et il faut agir très rapidement sur la Chine. Donc là, par exemple, la fermeture des frontières et la mise en place de nouvelles filières sur la gestion des déchets, c'est du jour au lendemain. Si des entreprises françaises ont des solutions sur ces secteurs-là, c'est maintenant, c'est pas dans 1 an ou dans 2 ans, parce que dans 1 an ou dans 2 ans, ils auront déjà avancé, quoi. Donc ça va très vite en Chine. Voilà ce que je peux vous dire. Donc en récapitulatif, avant de passer juste à la programmation, sur votre zone à vous, sur les Caraïbes, l'Amérique latine et l'Afrique de l'Ouest, je dirais que là où il y a le plus de potentiel, ça reste quand même plutôt l'Afrique de l'Ouest et notamment sur le secteur de l'eau et de la gestion des déchets. On peut passer à la slide suivante et je ne vais pas rester très longtemps sur cette slide, simplement pour repasser sur les différents événements qui sont prévus par la Team France Export en 2021. Il n'y a pas énormément de projets autour de l'Amérique latine, à part le Clean Tech Business Meeting qu'évoquait Emmanuel tout à l'heure. Et là, on a nos collègues dans les bureaux qui identifient des besoins d'opérateurs locaux. Pour qu'on puisse organiser des rendez-vous B2B déjà virtuels et puis ensuite potentiellement sur place a posteriori. Donc là, on a déjà identifié des projets au Mexique, en Colombie, au Chili et puis en Argentine. Voilà. Et donc sur les autres zones du monde, bien sûr, c'est des zones sur lesquelles on peut vous accompagner et on peut voir avec vos conseillers internationaux si ces événements sont pertinents pour vous et si vous êtes prêts à aller aussi loin. Voilà. Et puis, donc on peut passer à la slide suivante. Et là, je vais passer assez rapidement, simplement pour vous dire qu'au plus d'Emmanuel et moi, on a une autre collègue qui s'appelle Géraldine Opé, qui est la référente pour les filières de la ville durable. Et donc, les filières de la ville durable, en fait, la ville durable, c'est un chapeau qui regroupe un certain nombre de filières. Et donc, vous retrouvez dedans, bien sûr, l'énergie et l'environnement qu'Emmanuel et moi venons de vous présenter, mais également tout ce qui touche à l'urbanisme et la construction, les services publics et la gouvernance des administrations, le numérique et la ville intelligente, et puis le transport et la mobilité. Donc, dans tous ces secteurs, vous avez différentes filières. Et donc, on organise un certain nombre d'événements qu'on va voir sur la slide d'après, que tu peux passer la slide d'ailleurs juste après, des événements qui sont pour le coup, eux, avec un chapeau ville durable et qui regroupent ces différentes thématiques où il y a généralement des colloques sur les différentes thématiques au sein de ces événements pour pouvoir vous présenter les opportunités et vous mettre en avant auprès des opérateurs locaux. Voilà, sur la ville durable. Je suis passée assez vite parce qu'on a passé pas mal de temps déjà à présenter avec Emmanuel. Je ne voulais pas prendre trop de temps. Mais si vous avez des questions, bien sûr, on peut y répondre sur ces thématiques et ces pays prioritaires. Juste un petit mot sur les priorités ville durable. Bien sûr, tout est prioritaire puisqu'il y a plein de secteurs. Et donc, c'est comme l'environnement, c'est une synthèse de tous les pays qu'on considère comme prioritaires pour la ville durable. Il n'y en a pas un qui se démarque plus qu'un autre parce qu'il y a toujours des besoins en lien avec la ville durable dans ces différents pays. Voilà ce que je peux vous dire. Et puis, voilà, je crois qu'on n'a plus d'autres slides après. C'était la dernière. Je voulais juste dire un petit mot de conclusion. Vas-y. Pour conclure, tout à l'heure, on parlait, donc Raïssa parlait de développement durable. C'est vrai que nous, on traite le sujet des clean tech et les sujets de la ville durable en général par filière.
on ne les traite pas du point de vue du développement durable en tant que tel, même si les entreprises qui relèvent de ces secteurs contribuent au développement durable, bien sûr. Mais le développement durable, c'est un sujet qui est transverse. Et c'est vrai que nous, comment on accompagne les entreprises sur cette thématique du développement durable, c'est plus au cas par cas, dans les pays où on va accompagner les entreprises sur la pratique des affaires et on va aborder certains aspects qui relèvent du développement durable. Mais ce n'est pas une thématique en soi. Par exemple, tous les sujets RSE, on n'a pas d'action ou d'événements spécialisés sur la RSE en tant que telle. Ça va plus être au cas par cas dans les conseils que vont prodiguer nos collègues à l'étranger, où on va parler de comment se positionner localement pour travailler avec les acteurs locaux de manière durable. Mais voilà ce que je peux dire pour conclure, puisque je sais qu'il y avait des entreprises qui ne relevaient pas forcément des filières qu'on vient de présenter, mais qui s'intéressaient peut-être justement à cette thématique développement durable. Et donc, je voulais conclure sur ce point. Parfait. Merci beaucoup, Sophie et Emmanuel. Donc, effectivement, on va, après avoir vu ce panorama mondial de la filière FinTech, on va revenir dans notre région, donc dans la Caraïbe. Et moi-même, je vais vous présenter donc un focus sur le marché des énergies renouvelables dans les territoires de l'OCO, donc de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale. Donc, ce que je vais vous présenter là, c'est vraiment une avant-première, puisque c'est une étude d'opportunité que l'on est en train de finaliser, qui a été réalisée dans le cadre d'un programme Interreg TICA, donc notre programme TICA dont je vais vous parler juste après pendant une petite minute, qui a été réalisé par notre partenaire, le cabinet H3C, qui est un cabinet de conseil implanté dans nos DOM, qui est notamment reconnu dans ces domaines des énergies renouvelables et du développement durable. Donc, c'est vraiment un court extrait de cette étude, les premiers résultats que je vais partager avec vous. Et bien sûr, cette étude qui va être livrée dans les prochaines semaines, vous pourrez ensuite en bénéficier, en faire l'acquisition. Voilà, moi, je voulais donc vous présenter très, très rapidement le programme TICA, qui est vraiment le cadre dans lequel cette étude que je vais vous présenter a été réalisée. Donc, c'est un programme, comme je vous disais, un programme Interreg financé par des fonds européens qui est piloté par la Chambre de commerce de la Martinique, main dans la main avec nos partenaires caribéens que sont l'OCO, donc l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, et Caribbean Exports Development Agency, ainsi que notre collectivité de Martinique. Donc, c'est un programme qui a débuté depuis 2018 et qui court encore jusqu'à la fin de cette année, qui a été prolongé, et qui vise véritablement à mettre en place des actions concrètes dédiées aux entreprises, donc 30 entreprises bénéficiaires principalement, une moitié de la Caraïbe et l'autre moitié de Martinique. Donc, ces actions visent 5 secteurs prioritaires, notamment l'agroalimentaire, les technologies d'information et de la communication, les tech, la mode et la musique, et précisément le secteur qui nous concerne aujourd'hui, le secteur de l'environnement. Donc, ces diverses actions qui ont été mises en place dans le cadre de TICA visent à renforcer en fait les échanges entre nos entreprises dans la Caraïbe, renforcer leur compétitivité et notamment apporter de l'information à travers notamment cette étude. Je n'ai juste à relever également l'une des actions phares du projet TICA, qui est la mise en place du bureau de représentation commerciale, la Trade Facilitation Team, qui a été mise en place dans le cadre du projet TICA, donc qui est un bureau avec 2 antennes, l'une en Martinique et l'autre implantée en proximité à Sainte-Lucie, qui nous permet véritablement d'avoir ce pied-à-terre terrain à Sainte-Lucie et qui permet d'assister les entreprises martiniquaises sur le terrain, main dans la main avec les entreprises, donc basées à Sainte-Lucie, mais qui couvrent l'ensemble des territoires de l'OCE. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Donc, avec cette étude de l'analyse territoire par territoire du secteur de l'énergie, donc c'est une étude qui vise à vous, entreprises, un aperçu général du secteur de l'énergie et plus particulièrement des énergies renouvelables dans 6 États membres de l'OCO, donc Antigua-Barbuda, la Dominique, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Martin et Grenadines. Bon, inclus dans le rapport, il y a également Grenade, qui est très embryonnaire sur cette thématique, donc je ne vais pas présenter.
et puis la Martinique que vous connaissez bien, donc je ne la présenterai pas non plus. Et l'objectif de cette étude, c'est véritablement de vous permettre d'obtenir des recommandations vraiment opérationnelles. On n'a pas fait cette étude pour qu'elle soit rangée dans un tiroir. C'est vraiment une étude opérationnelle pour vous permettre véritablement d'avoir les billes pour entrer sur ces marchés, vous positionner sur le marché local des énergies renouvelables. Donc, en termes de méthodologie, c'est une étude que l'on a, compilé des sources d'informations. Comme le disait Emmanuel, au niveau mondial, on a déjà du mal à compiler des informations. Donc, au niveau de la Caraïbe, vous vous en doutez, c'était assez compliqué d'obtenir des informations. Donc, notre méthodologie, ça a été vraiment d'aller auprès des acteurs, d'aller les interviewer. Donc, on a fait le cabinet H3C a réalisé plus d'une trentaine d'entretiens qualitatifs avec des acteurs locaux du secteur, donc des représentants des gouvernements, des agences régulatrices, des services publics de l'énergie, etc., les autorités, les entreprises privées également, vos potentiels partenaires, complétés bien sûr par les sources documentaires existantes. Tout cela a été réalisé à la fin de l'année dernière, 2020. Donc, pour le moment, le rapport est en anglais. Donc, les slides que je vais vous présenter sont en anglais. Il sera bien sûr traduit. Mais bon, ça vous permettra d'exercer votre compétence linguistique qui est quand même indispensable pour une entreprise qui veut se lancer sur ces marchés. Donc, je vais commencer par le marché d'Antigua et Barbuda. Antigua et Barbuda, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un marché effectivement assez typique de nos territoires caribéens en termes de consommation, production d'électricité. Donc, cette électricité qui est principalement consommée par les secteurs commerciaux. Donc, c'est 51% de cette électricité qui est consommée dans le secteur commercial. Bon, ça s'explique par la prédominance des services dans ces territoires. C'est assez classique. Donc, notamment le tourisme. Le tourisme, c'est 79% du PIB, des services et du PIB en particulier. Également le volet résidentiel, 45% de l'électricité est consommée par le volet résidentiel. Donc, effectivement, le mix énergétique à Antigua et Barbuda est réparti en 93% d'énergie fossile, donc très large majorité, mais on a quand même 7% d'énergie solaire qui est produite à Antigua et Barbuda. Donc 7%, ce n'est pas rien. Donc c'est quand même un territoire qui depuis quelques années a développé cette production d'énergie solaire, donc notamment le producteur public, donc APUA, l'autorité des services publics d'Antigua, qui est producteur, qui est l'organisme public qui produit et distribue cette électricité à Antigua. Donc, ce qu'il y a à noter, c'est à Antigua, la particularité, c'est que en ce qui concerne les énergies renouvelables, les systèmes hors réseau ne sont pas autorisés. Donc, ils appliquent une politique de sell all by all. Donc, c'est une politique qui établit que l'énergie produite doit être vendue à l'autorité publique, notamment quand les systèmes d'autoconsommation dépassent les 5 kW. Donc, c'est une obligation, pour les particuliers comme pour les professionnels disposant de photovoltaïque. Donc, c'est un système de production qui, finalement, n'est pas très avantageux avec cette limite de 5 kW qui est la limite d'autoconsommation. Donc, du coup, le producteur d'énergie est dans l'obligation de revendre à l'autorité et ensuite de racheter l'électricité sur le réseau. Du coup, ça n'incite pas véritablement à passer aux énergies renouvelables. Et puis, l'autre limite qui est un peu défavorable, c'est que les installations ne peuvent pas dépasser les 5 kW. Donc, c'est la limite de production. C'est un plafond qui a été introduit dès 2011. Donc, effectivement, l'autorité Antigua Public Utilities Authority a plutôt bien verrouillé le marché de ce côté-là. Néanmoins, les objectifs de transition énergétique d'Antigua Barbuda sont assez ambitieux puisque
ils souhaitent passer de 7% aujourd'hui à 86% d'énergie renouvelable en 2030 et jusqu'à 100% en 2045. Donc, effectivement, dans le cadre des accords de la COP 2015, depuis 2015, il y a pas mal de politiques publiques qui ont été mises en place pour encourager ce développement des ENR. Donc, je disais, c'est 7% d'énergie renouvelable, donc c'est du solaire. Donc, on est sur une ferme solaire au niveau de l'aéroport qui produit depuis 2015 3 mégawatts. On a également une ferme solaire à Bethesda, mis en place depuis 2019. Et puis, les réseaux rattachés également qui produisent donc jusqu'à au total de 10,5 mégawatts sur l'ensemble pour le solaire. Et comme je disais, donc, il y a quand même des politiques publiques d'encouragement, d'incitation à l'installation d'énergie renouvelable, donc qui incitent notamment à travers des fonds qui ont été mis en place, des fonds alloués à des projets, à la recherche et développement également, et puis à la fourniture de produits et de services pour ces énergies renouvelables, donc avec des exonérations de droits à l'importation, exonérations de droits de douane pour ces produits qui seraient importés et qui pourraient permettre le développement de ce secteur des énergies renouvelables. Et à noter particulièrement un point d'intérêt sur ce sujet, le gouvernement, donc le ministère de l'Environnement, qui envisage de réaliser un achat massif d'équipements, donc jusqu'à 2 millions de dollars qui vont être alloués à cet achat massif pour acheter à grande échelle et ensuite permettre de pouvoir localement baisser les prix, rendre plus accessibles en fait ces équipements. L'esprit gagnant, CCI Martinique. On donne un panorama en fait des principaux projets. Donc voilà, le tableau synthétique avec les principaux projets justement pour favoriser le développement de ces ENR dans le mix énergétique d'Antigua et Barbuda et en faire effectivement un territoire plus résilient. Et quand on parle de résilience, ça prend vraiment sens dans le cas de nos territoires et particulièrement d'Antigua et Barbuda, puisque effectivement, petit point de rappel de contexte environnemental et climatique, Antigua et Barbuda, donc en 2017, a été fortement frappé par les ouragans Irma et Maria, donc notamment Barbuda qui a été complètement ravagé puisque l'œil du cyclone est carrément passé sur l'île. Donc c'est 80%, plus de 80% des bâtiments qui ont été détruits à Barbuda. L'île a été inhabitable. C'est aussi le cas des autres territoires du Nord, donc notamment quand on parlera de la Dominique et de Saint-Kitts. Il y a vraiment un enjeu climatique fort de construire des territoires résilients en termes de consommation énergétique. Donc, les gouvernements, mais aussi les populations ont véritablement eu cette prise de conscience de cette urgence climatique, cette nécessité de changer d'énergie pour devenir ces territoires résilients. Et ça se traduit effectivement par les projets que je vais rapidement vous citer ici. Donc, des projets principalement dans le solaire, donc à la fois solaire et stockage. Effectivement, ce sont des projets, donc là, on en voit 4, donc des projets que ce soit sur l'île de Barbuda ou d'Antigua, des projets qui peuvent être financés par des fonds internationaux. On voit le premier ici, le Green Barbuda Project, dont la construction est sur le point de commencer en juin 2021 et qui est financé par les Émirats arabes unis. D'autres projets financés par exemple par la Banque de développement de la Caraïbe ou la Banque interaméricaine de développement. Donc tous ces projets peuvent être des projets d'intérêt pour nos entreprises et qui pourraient éventuellement se positionner, même si les projets financés par la CDB, la Caribbean Development Bank, peuvent être plus complexes en tout cas les entreprises françaises ne peuvent pas y répondre. Il y a aussi, donc, en plus du solaire, dans lequel Antigua et Barbuda est déjà positionné, on voit également qu'il y a des projets de diversification du mix énergétique, donc avec des projets notamment combinant
solaires et éoliens, et également des projets d'éolien. Donc, il y a aussi cette ambition de diversifier la ressource en ENR. Donc là, le premier projet ici, voilà, on a l'installation de 15 petites turbines éoliennes, donc, qui pourront voir le jour. Voilà. Donc voilà un aperçu vraiment très rapide des projets sur Antigua et Barbuda, la situation à Antigua et Barbuda. Bien sûr, vous aurez le détail complet dans le rapport. Donc, je vais passer sur cette dernière slide qui fait un focus notamment sur les ENR solaires. Donc, vous aurez aussi également dans chacun des territoires un aperçu des parties prenantes, bien sûr, donc au niveau du gouvernement, également de l'organisme de distribution, de production, de distribution, également un aperçu des principaux installateurs, fournisseurs, donc qui vous permet aussi d'avoir des contacts des entreprises, en tout cas les principaux acteurs et les contacts. Donc ça, vous aurez le détail également dans le rapport complet. Ce qui peut être intéressant à dire, c'est effectivement sur le marché du photovoltaïque à Antigua et Barbuda, c'est que ce marché avait connu un assez bon démarrage, un très bon démarrage, mais qui a été ralenti, donc, comme je disais, à partir de 2011, avec l'introduction des plafonds, en tout cas des seuils, donc des 50 kW, et de la politique sell all by all, donc qui a freiné un peu ce démarrage de l'énergie solaire à Antigua. Donc aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a cette appétence pour les énergies renouvelables, donc la filière repart à la hausse, mais la problématique reste la compétitivité de ces énergies dont les prix restent quand même, en tout cas perçus comme assez chers, assez prohibitifs pour des populations dont le pouvoir d'achat reste relativement faible. Donc, ça n'a pas encore permis au secteur, au marché d'exploser, mais on voit qu'il y a cette appétence, voilà, pour créer un marché de plus en plus résilient. Donc, on a quand même, en interrogeant, par exemple, le gouvernement, notamment le département de l'environnement à Antigua et Barbuda, on voit qu'il y a vraiment des récents ouragans qui ont encouragé, comme je disais, cette prise de conscience. Et donc, cette personne du gouvernement nous disait que même si les gens continuent de percevoir ce secteur, cet accès à l'énergie renouvelable comme étant hors de portée et restent sensibles au prix, ils en sont de plus en plus conscients et ils souhaitent y accéder. Alors, sans entrer dans les détails, vous aurez aussi des slides dans ce rapport qui détaillent le type d'équipements véritablement qui sont importés, puisque pour la plupart, ce sont des produits importés, des équipements importés, enfin pour la totalité, des produits importés, donc des fournisseurs qui viennent majoritairement de Chine, des États-Unis, également d'Europe, d'Allemagne, de France. Vous aurez les détails sur les prix également, les normes produits, la réglementation qualitative sur les produits. Bon, sur la base des entretiens avec les acteurs du secteur, ce qu'on voit, c'est qu'en termes de réglementation spécifique, ça ne porte pas vraiment sur la qualité des produits, mais plutôt sur la compatibilité et la sécurité. Donc, des normes internationales, donc notamment la norme G59 pour ceux qui connaissent, qui est spécifique aux pays anglo-saxons, et la norme VDE européenne, donc qui, comme je disais, sont plus en lien avec la compatibilité, la sécurité, pour empêcher la propagation d'incidents électriques sur les réseaux avec l'installation de photovoltaïque quand elle est connectée au réseau. Je vais passer à la Dominique. Donc, la Dominique, c'est un marché assez avancé en termes d'énergie renouvelable, comme certains peuvent le savoir. Donc, la Dominique, on est sur un mix énergétique qui est à 37% d'énergie renouvelable, donc avec l'hydroélectricité. Donc, c'est une île qui porte bien son nom, l'île aux 365 rivières. Donc, on est à 63% qui est produit par les énergies fossiles, donc les combustibles,
Donc, ce sont les systèmes hors réseau qui sont autorisés en matière d'énergie renouvelable. Donc, les systèmes hors réseau sont autorisés. Il faut néanmoins une licence pour avoir un système de production jusqu'à 20 kW et plus, donc pour être raccordé, relié au réseau. Et l'excédent d'énergie doit être vendu au service public. Donc, en termes d'objectifs, la Dominique a l'objectif d'atteindre 100% d'énergie renouvelable en 2030. Donc, ils sont déjà à 37%. Leur objectif est d'atteindre 100%. Avec, donc, pareil, des politiques publiques très incitatives donc récentes, datant de 2009. Vraiment une stratégie nationale de développement de la résilience. Comme on le sait, la Dominique aussi a été fortement touchée par les récents ouragans de 2017. Donc, il y a vraiment eu inscrit dans la loi donc, des incitations pour soutenir les parties prenantes qui investissent dans les systèmes plus efficaces sur le plan énergétique. Donc, des moyens fiscaux, financiers, taxes, etc. pour soutenir ces investissements. Des mesures incitatives, donc par exemple, on peut citer les prêts pour l'efficacité énergétique du Credit Union ou de la AID Bank, donc c'est la banque dominicaine de l'agriculture et de l'industrie et du développement. Donc voilà, ces mesures incitatives du gouvernement. Et puis également des mesures visant à pouvoir se fournir en technologie, en système, en équipement, permettant notamment la diversification du mix énergétique et notamment des énergies renouvelables. Donc, avec notamment ce qui concerne l'énergie solaire, la géothermie, hydraulique, dans lequel ils sont déjà, l'éolien et la biomasse. Donc, il y a vraiment effectivement cette volonté de diversification du mix énergétique à la Dominique, puisqu'ils sont déjà, donc, je parlais de l'hydroélectricité, pardon, donc, dans lequel ils ont investi depuis les années 90, et pour lequel voilà, ils sont à ces 37% de production hydroélectrique depuis ces années 90. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de diversifier, donc avec notamment des gros projets en géothermie, donc le projet de l'Odette Valley. Donc, bon, c'est un projet qui est un projet voilà, de long, qui va durer un certain temps, donc qui ne va pas se développer très, très rapidement. Donc, l'idée, c'est, voilà, en plus de ce gros projet de géothermie de l'Odette Valley, c'est aussi de développer d'autres moyens, notamment le solaire, le photovoltaïque, pour atteindre l'objectif d'autonomie visé. Donc, le projet géothermique, par contre, il est en phase de test avec 2 puits de production qui ont été forés, bon, avec quelques problématiques. Et puis, bon, c'est un projet que l'on regarde quand même avec un grand intérêt, puisque si je ne dis pas de bêtises, il y a également, j'ai entendu parler d'interconnexion potentielle avec ce projet de géothermie, d'exportation de l'électricité d'origine géothermique de la Dominique, même vers nos territoires francophones. Donc, on a, comme je disais, en parallèle des projets de stockage et également des projets d'énergie solaire, donc qui se développent à la Dominique, donc comme par exemple les projets de fermes solaires au nord de la ville de Portsmouth, également à Taro. Donc, ce sont des projets qui sont en cours, voilà, où les terrains ont été identifiés, en cours de négociation, etc., avec les autorités, notamment DOMLEC, qui est l'EDF dominicain. Un autre slide que je voulais partager avec vous, donc c'est effectivement ces projets aussi en matière d'efficacité énergétique. Donc, c'est un programme spécifique qui a été mis en place. L'initiative est menée dans le cadre d'un programme d'énergie durable pour la Caraïbe orientale, donc qui concerne plusieurs territoires
de la Caraïbe, notamment la Dominique, mais aussi, par exemple, Saint-Vincent et les Grenadines. Donc, c'est le programme SEEC, qui est financé notamment par la CDB, la Banque de développement des Caraïbes, donc exécuté avec un financement de 25 millions de dollars. Et à la Dominique, en 2019, il y a 14 bâtiments gouvernementaux qui ont été audités pour améliorer leur efficacité énergétique, donc en matière d'éclairage, de climatisation, d'isolation, etc. Donc, c'est un projet qui a l'avantage d'être assez visible, de donner l'exemple également à l'ensemble de la population dominicaine, donc cette envie voilà, d'améliorer l'efficacité énergétique de leurs habitations. Voilà, c'est le gouvernement qui donne l'exemple. Et cette phase de sensibilisation devrait faire mouche, puisqu'on voit que suite aux ouragans, quand on s'est entretenu avec les autorités, donc notamment de Domlec, il nous a vraiment dit que la population dominicaine était de plus en plus sensible à cet argument d'améliorer l'efficacité énergétique des habitations, des bâtiments publics, etc. Puisque à la suite de Maria, par exemple, l'ouragan Maria, certains foyers dominicains étaient restés près d'1 an sans électricité à cause voilà, de l'impact que l'ouragan avait eu sur le réseau électrique. Donc, l'argument de l'autonomie énergétique, il est quand même très fort. Et beaucoup de Dominicains ont par la suite installé des systèmes d'autoconsommation, autoproduction, donc hybride ou hors réseau. Et puis, il nous disait même que ça pouvait même être un signe extérieur de richesse pour certains Dominicains qui aiment bien voilà, avoir ces panneaux photovoltaïques sur leur toit. Ils aiment bien que cet investissement soit bien visible aux yeux des autres personnes. Voilà. Donc, je vais passer à St. Kitts and Nevis. On va prendre trop de temps. Donc, je vais passer rapidement donc, à St. Kitts and Nevis. Donc, rapidement, vous parlez du mix énergétique. Donc là, on est toujours sur 95% d'énergie fossile. Ils ont quand même 5% d'énergie renouvelable, donc 3% pour de l'éolien, 2% pour du solaire. Les systèmes hors réseau sont autorisés. Donc, il est possible d'être autosuffisant et relié au réseau. Et l'excédent de production est réinjecté dans les réseaux au service public. Donc, l'objectif, c'est de passer de ces 5% d'énergie renouvelable à 100% d'ici 2030. Donc, comme je disais, ils ont un peu de solaire. C'est à l'aéroport, la ferme solaire de l'aéroport à St. Kitts. Et à Nevis, ce sont plutôt des éoliennes qui ont été mises en place. Pareil, il y a vraiment des politiques publiques qui ont été mises en place depuis un certain temps pour encourager le développement des énergies renouvelables. Donc, voilà, avec des exonérations de droits d'importation, de taxes douanières, etc. Et puis, des investissements qui ont été ciblés par le gouvernement visant à diversifier le mix énergétique et notamment des énergies renouvelables. Donc, avec notamment, si on peut les citer, une usine de transformation de déchets en énergie, des projets d'énergie solaire également, projets éoliens, géothermie, des lampadaires de rue, voilà, LED ou solaire. L'aperçu donc des grands projets que nous avons identifiés, donc des projets de géothermie également, donc projet d'exploration géothermique à Nevis, un projet à grand potentiel, a priori, donc 3 puits ont déjà été creusés à Nevis. Également un projet en exploration à St. Kitts en géothermie, deux projets solaires, de fermes solaires avec du stockage, et également un projet d'éolien à St. Kitts. On avait déjà un à Nevis, donc un également à St. Kitts. Donc voilà les grands projets. Comme je disais, voilà, l'idée c'est de vous donner un aperçu de ces grands projets, le statut de ces projets et puis les parties prenantes que vous retrouvez ici qui vont les mettre en œuvre et puis éventuellement les financeurs de ces projets.
Sur Sainte-Lucie, rapidement, le secteur énergétique à Sainte-Lucie reste en large monopole sur le diesel, donc l'énergie fossile, très embryonnaire sur les énergies renouvelables. On a 1%, un petit pourcent d'énergie solaire. Donc, l'UCELEC, qui est l'organisme entreprise publique, donc il y a actuellement le monopole de la production de la distribution de l'électricité. Ben, ce qu'on peut dire, c'est que d'ici 2021, elle aura plus ce monopole. Et sur le volet de l'énergie renouvelable, les systèmes hors réseau sont autorisés, donc sans limitation de production d'électricité. Les systèmes raccordés au réseau ne peuvent pas dépasser 5 kW pour les résidences et 25 kW pour les professionnels. Donc c'est un seuil également assez restreint pour le développement des ENR. Donc effectivement, c'est des systèmes qui sont reliés au réseau, pour les systèmes qui sont reliés au réseau, donc avec des seuils qui n'encouragent pas forcément ce passage aux énergies renouvelables. L'objectif de Sainte-Lucie, un peu moins ambitieux que c'était les territoires voisins, donc c'est de passer de ce 1% à 35% en 2025, puis à 50% en 2030. Donc, comme je disais actuellement, un petit peu de solaire dans une ferme à la Tournée et également voilà, les particuliers qui ont du solaire et qui sont reliés au réseau. Donc, voilà, il y a quand même des politiques publiques d'incitation au passage à l'énergie solaire. On peut citer notamment ce projet, donc le Credit Risk Abatement Facility, donc c'est un programme pilote du CARICOM qui a un financement jusqu'à 12,5 millions de dollars de fonds de développement de la CARICOM, donc qui a été lancé en novembre 2020, assez récemment, et dans les pays concernés, il y a Sainte-Lucie, avec Barbade, Belize, le Guyana et le Suriname. Donc c'est un projet effectivement qui peut être intéressant pour faciliter l'accès au financement des projets d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique pour les PME dans ces territoires. En termes de grands projets, dans ce tableau synthétique, donc, il y a également un projet de géothermie, d'exploration, en tout cas explorer le potentiel géothermique à Sainte-Lucie pour développer cette technologie. C'est un projet qui date depuis les années 80, qui n'avait pas donné de résultats, mais qui est toujours en cours, dont le gouvernement continue à travailler là-dessus et voilà, qui espère que d'ici 2021, de nouvelles explorations pourront être menées. On a aussi également des projets dans le solaire, notamment à l'aéroport de Vieux-Fort, dans le sud de l'île. Donc notamment la création d'une ferme solaire au niveau d'un parc automobile qui est financé notamment par les Émirats arabes unis. Et puis un parc solaire à Micoud également, projet d'éolien également, un projet d'éolien à Dennery, qui date de 2015, donc qui est toujours en cours, et de stockage également à Vieux-Fort. Pour terminer, je vais terminer avec Saint-Vincent et Grenadines. Donc sur cette étude, alors Saint-Vincent et Grenadines, on est quand même sur une part d'énergie renouvelable à 19%, donc 80% pour les énergies fossiles, mais quand même 19% pour déjà les énergies renouvelables, l'hydroélectricité à 17,7 et le solaire à 1,3. L'énergie renouvelable peut être vendue donc à l'entreprise d'électricité quand elle est raccordée au réseau, donc avec le système aussi assez peu incitatif du sell all by all.
En termes d'objectifs, donc leur objectif, c'est de passer de 19% aujourd'hui à 80% dès 2025, donc avec une politique publique également intéressante d'incitation. Donc, comme je disais, hydroélectricité pour une grande partie, un peu de solaire et de stockage, et les projets qu'ils visent, donc, et aussi axés sur la diversification avec des projets de géothermie en exploration. Donc, voilà, trois puits qui viennent d'être creusés en 2020, donc avec des résultats attendus. Voilà. Et des projets dans le solaire également, donc dans les Grenadines. Et voilà, des projets au niveau de l'aéroport également sur des micro-réseaux. Donc, voilà, des projets géothermie et solaire. Et puis, également d'autres projets dans le solaire. Et puis, je citais également le projet au niveau de la Caribbean Export, la Caribbean Development Bank, la CDB, un projet, donc, le projet SEC, donc Sustainable Energy for Eastern Caribbean. Donc, c'est ce projet similaire à la Dominique, qui est aussi implémenté à la Dominique pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments, notamment des bâtiments gouvernementaux. Donc, il y a le même projet qui a été mis en place à Saint-Vincent et les Grenadines. Donc là, c'est 20 bâtiments du gouvernement qui ont été audités pour améliorer leur efficacité énergétique. Donc, voilà ce que je pouvais dire vraiment en aperçu, un extrait très rapide de cette étude voilà, qui est assez dense, et vous pouvez retrouver tous les résultats donc une fois que nous aurons finalisé cette étude et que nous l'aurons lancée. Ce que je voulais partager aussi avec vous, c'est vraiment pour vous montrer que c'est une étude qui se veut vraiment opérationnelle, avec vraiment des outils d'analyse et des recommandations très opérationnelles pour vous permettre à vous, chefs d'entreprise, d'identifier les projets sur lesquels vous pourriez vous positionner, de mettre en place les actions, de les intégrer dans votre stratégie de développement de manière très pragmatique. Donc, voilà, l'idée, c'est de vous donner voilà, des outils d'analyse très synthétiques. Donc, pour chaque territoire, vous aurez une analyse SWOT, donc l'analyse force, faiblesse, opportunité, menace classique, avec les principaux résultats extraits de cette étude. Donc, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était vraiment pour vous montrer les outils que vous pourriez retrouver dans cette étude. Donc, je prends juste un exemple, effectivement, en termes d'opportunités. Par exemple, si on prend le fait qu'il n'y ait pas d'industrie de recyclage du photovoltaïque, ça peut être une opportunité, effectivement, de développer cette gestion des déchets issus de cette filière solaire photovoltaïque, notamment le recyclage des PV. Et l'idée, c'était effectivement d'aller plus loin pour vous donner des recommandations sur comment mettre en œuvre effectivement cette gestion des déchets, donc en vous donnant des éléments contextuels et des recommandations spécifiques. Donc, c'est vrai que sur l'ensemble des territoires qu'on a traités, je ne suis pas rentrée dans les détails, mais effectivement, on voit que ça fait une quinzaine d'années que ces territoires ont mis en place cette filière d'ENR, notamment dans le solaire, dans certains territoires plus avancés que d'autres. Donc, bon, pour l'instant, les panneaux photovoltaïques ne sont pas en fin de vie, en tout cas pas encore, mais la plupart des gouvernements, des représentants que l'on a interrogés dans le cadre de cette étude, nous ont dit être quand même déjà préoccupés par cette gestion de fin de vie des panneaux photovoltaïques. Et le sujet de la gestion de ces déchets était préoccupant pour eux. Donc, c'était le moment, c'est une opportunité à saisir, puisque conscient de cette nécessité d'anticiper les effets à long terme des panneaux voltaïques et des batteries, l'idée, c'est de leur proposer des solutions dès maintenant pour pouvoir mettre en place cette gestion. Et puis, d'autres outils synthétiques que vous retrouverez dans notre étude
Donc voilà, en un coup d'œil, vous avez des tableaux synthétiques, donc pouvant vous permettre de comparer un peu la situation dans chacun des territoires. Voilà, donc juste un exemple. Là, vous retrouvez l'ensemble des datas clés donc, qui décrivent le panorama des énergies renouvelables dans ces secteurs. Donc, la Dominique, voilà, avec le mix énergétique à 37, juste devant la Martinique. Hein, donc, la Dominique est plus avancée que nous. Donc, ça, c'est un exemple de tableau synthétique. Et puis, un autre également qui traduit en fait comme une feuille de route, comme une checklist, l'ensemble des étapes clés qui vont vous permettre voilà, de savoir quoi faire, de savoir à qui vous adresser, à quel moment pour établir, créer votre filiale sur le territoire ou trouver un partenaire local, obtenir des informations sur les marchés, suivre les projets en cours, avoir des informations douanières sur les certifications, les accréditations, les compétences locales. Donc voilà, l'idée c'est de vous donner des moyens, des outils clés en main qui vous permettent de vous implanter sur ces marchés et de saisir les opportunités. Je vais passer très rapidement donc, à notre programme d'accompagnement spécifique que l'on vous propose sur ces marchés de la Caraïbe. Donc, mes collègues vous ont présenté les programmes d'accompagnement, donc on va dire de la Team France Export au niveau mondial. On peut bien sûr vous accompagner sur ce grand export et on peut également vous accompagner sur notre région Caraïbes. Nous sommes, voilà, nous voulons nous ancrer dans notre région. Et l'idée, c'est véritablement de vous accompagner, accompagner de A à Z, donc de vous sensibiliser. C'est tout l'objet de cet atelier d'aujourd'hui, de vous sensibiliser sur les évolutions de cette filière et sur les opportunités dans notre région. Ce que nous voulons, c'est vous assister dans la structuration de votre stratégie export pour vous faire notamment monter en compétences, vous aider à identifier ces opportunités d'affaires et vous projeter, donc éventuellement, en participant à un salon, donc un salon de référence dans notre région Caraïbe, qui est le salon Sustainable Development Movement, donc le salon de l'OOCO, qui se déroulera en septembre 2021. Donc, l'idée, c'est de vous faire gagner en notoriété, en visibilité, vous permettre de réseauter, créer une véritable dynamique de groupe, voilà, dans notre région, donc avec la Team France Export, Martinique, Guadeloupe, Guyane, donc mettre en valeur l'expertise technologique des Antillo-Guyanais, donc des entreprises antillo-guyanaises dans notre région et vous permettre de véritablement pérenniser les courants d'affaires dans cette zone. Donc, voilà, je vais passer sur les temps forts. L'idée, c'est voilà, de vous accompagner jusqu'à cette participation au salon professionnel. Donc, quand je parlais de structuration de votre stratégie, l'étape 1, c'est en fonction de la maturité de votre projet que l'on vous propose de vous accompagner. Donc, si vous êtes à l'étape 1, on peut vous accompagner dans le diagnostic export, dans la mise en place de votre stratégie, dans l'assistance éventuellement de recherche de financement export, montage de dossiers, également en termes de formation linguistique éventuellement. Si vous êtes à l'étape 2, on peut vous accompagner dans la priorisation de vos marchés, dans les études d'approche de ce marché. Donc, bien sûr, voilà, l'étude qu'on vous a présentée sur les énergies renouvelables, on peut également la faire sur mesure pour votre compte, donc pour vous permettre d'avoir les informations clés pour comprendre le marché que vous ciblez. Et puis éventuellement vous mettre en relation avec directement les opérateurs locaux, vos potentiels prospects, partenaires, clients, etc. pour tester leur appétence pour votre offre, pour vos services. Et puis, in fine, vous permettre de participer à cette mission de prospection ou à ce salon, donc notamment le salon SDM 2021. Donc avec l'organisation au préalable d'un programme de rendez-vous B2B sur mesure, vous conseiller sur la préparation de ces rendez-vous, vous assister dans les rencontres, vous assister éventuellement dans la mise en place du stand, donc qu'il soit physique ou virtuel, l'organisation logistique, les outils de communication, votre plaquette, votre site en anglais, etc. Donc le SDM, c'est un salon, c'est la 2e édition de ce salon Sustainable Development Movement Summit, donc, qui est le salon de l'OOCO. Donc vous pourrez avoir une visibilité sur l'ensemble des territoires de l'OOCO. Donc c'est une véritable opportunité
en termes de visibilité, de notoriété. Vous avez un espace d'exposition qui est visible par tous vos prospects caribéens. C'est une possibilité d'organiser, donc, comme je disais, des rencontres B2B, des rencontres vous permettant de créer des opportunités d'affaires, et puis l'ensemble des conférences et ateliers auxquels vous pourrez assister, qui vous permettront de mieux comprendre ces marchés et de réaliser également du networking. Le premier moment phare du SDM, donc c'est très prochainement en avril, le 29 avril. Donc c'est un webinaire, une table ronde. Donc c'est le think tank de l'OOCO. Donc les inscriptions sont déjà ouvertes. Donc si ça vous intéresse, bien sûr, nous pouvons vous assister voilà, pour participer à ce premier événement. Et puis toutes les entreprises qui seront accompagnées sur la durée donc par la Team France Export, donc Martinique, Guadeloupe et Guyane. On va pouvoir participé donc à tous ces moments phares jusqu'à la participation au salon en septembre 2021. Et puis, bien sûr, cet accompagnement que l'on vous propose, on va aussi vous assister dans la recherche de financement adapté pour voilà, vous permettre de prendre en charge partiellement le coût de ces prestations. Donc, 2021, on a particulièrement la chance de bénéficier de soutien de l'État, notamment dans le cadre du plan France Relance. Donc, nous avons notamment le dispositif Chèque Relance Export qui permet de prendre en charge 50% des dépenses éligibles, donc dans la limite de 2 000 € pour une prestation individuelle. Pour une prestation collective, comme un pavillon en France, c'est jusqu'à 2 500 € pour des rendez-vous B2B, 1 500 et pour du VIE, donc volontaire international en entreprise, donc c'est la ressource humaine à l'export jusqu'à 5 000. Donc voilà, chèque relance export, vous avez droit à 6 chèques par entreprise, 2 de prestations individuelles, 2 collectifs et 2 de VIE. Donc n'hésitez pas à en profiter, c'est vraiment le moment, c'est jusqu'à fin 2021, donc voilà, c'est vraiment à votre bénéfice. Donc pour des prestations d'accompagnement export. Nous avons également, nous, entreprises ultramarines, la chance de bénéficier d'une convention en Business France, ministère des Outre-mer. Donc, le ministère des Outre-mer prend en charge entre 0 et 80% selon l'éligibilité, donc les prestations d'accompagnement, donc qu'elles soient prestations d'accompagnement Team France Export local et également les prestations qu'ont présentées Emmanuel et Sophie au niveau grand export. Pour le VIE, c'est entre 50 et 65% de l'indemnité du VIE. Et puis, d'autres dispositifs comme les dispositifs de la BPI, donc notamment l'assurance prospection accompagnement et l'assurance prospection classique. Donc, c'est certaines dépenses qui peuvent être financées jusqu'à 65% des dépenses comme les déplacements, les billets d'avion, les hôtels, etc., les experts sur le terrain, comme des avocats d'affaires, etc. Donc, il y a pas mal de dépenses qui peuvent être éligibles à l'assurance prospection de la BPI. Et puis, on a également des dispositifs d'aide régionale, donc en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, donc des aides régionales spécifiques qui peuvent être mobilisées également pour des prestations d'accompagnement à l'export. Donc, voilà ce que je pouvais partager avec vous aujourd'hui. Voilà, donc on a à peu près tenu le timing, en sachant qu'on a commencé avec 10 minutes de retard. Donc, il est 11h moins 10. On a à peu près 10 minutes ou voire un peu plus si on déborde pour vos questions. Donc, je vais arrêter le partage d'écran pour éventuellement pouvoir donner la parole aux personnes qui souhaitent la prendre et partager avec nous leurs questions. Alors, je vois qu'on est en plus petit comité que tout à l'heure. Déjà des personnes qui nous ont laissé. Donc, je ne sais pas si parmi ceux qui sont encore là, s'il y avait des questions spécifiques. Je ne sais pas s'il y a des questions également dans le chat. Non, je ne vois pas.
Je vois qu'on est en plus petit comité. Donc, s'il n'y a pas de questions, bien sûr, on pourra vous retransmettre le support de présentation donc partiel, hein, puisqu'il n'y aura pas les résultats de l'étude Caraïbes, mais le support Business France, on pourra vous le partager à l'issue de la présentation. Et également, je vais vous mettre aussi un mail et dans le chat un lien vers notre questionnaire de satisfaction. Donc voilà, donc n'hésitez pas à remplir notre petit questionnaire de satisfaction pour voilà, nous faire remontrer votre opinion par rapport à ce webinaire. On vous remercie d'avance, ça prend juste 5 petites minutes. Nathalie, je ne sais pas si tu m'entends. Oui, Régine, je t'entends très bien. Oui, bonjour à tous. Bonjour, Régine Saint-Croix, Reliable Solutions Caribbean. Avant qu'on termine, je voulais vraiment vous féliciter, hein, toute l'équipe, pour ce travail, la Team France Export, aussi bien ceux qui sont basés dans l'Hexagone que ceux qui sont ici en local avec la CCI. Je crois que c'est vraiment ce vers quoi il faut aller, en fait, puisque ça fait effectivement pas mal de temps que je travaille sur le domaine de l'export dans la Caraïbe. Et j'apprécie vraiment le fait que voilà, les forces sont unies, on va dire, entre l'Hexagone et le local, pour avoir à la fois ce côté un peu macro à l'international, parce que c'est toujours intéressant. Et puis c'est vrai qu'il y a malgré tout, malgré l'éloignement, peut-être les opportunités sur d'autres pays comme l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Et puis, c'est vraiment bien d'avoir de plus en plus ces études détaillées, sectorielles sur la zone Caraïbe, puisqu'on le sait, ça n'est pas très souvent qu'au niveau national, hein, il est possible de le faire. Donc, je pense que c'est très bien que ça soit organisé comme ça, piloté par la Chambre de commerce localement, avec les leviers qui peuvent être activés. Et donc, vraiment, ça donne un éclairage du secteur qui est excellent. C'est un secteur que je connais un petit peu pour avoir certains projets soit réalisés, soit en cours. Et donc, je ne peux que vous encourager à continuer sur les autres secteurs également, et puis à maintenir un peu ce lien avec les porteurs de projets et les exportateurs potentiels et la Caraïbe. En tout cas, merci et bravo à tous, hein, excellent travail. Merci Régine, très gentil. Bon, je ne sais pas si les autres personnes présentes souhaitaient intervenir, partager voilà, une opinion, une expérience, n'hésitez pas. On est vraiment à votre disposition. Voilà, l'idée, c'est qu'après, à la suite de ce webinaire, vous puissiez revenir vers nous. Donc, effectivement, avec éventuellement vos attentes, vos besoins, de façon à ce qu'on puisse vous faire rentrer dans ce programme d'accompagnement de la filière et vous accompagner jusqu'à voilà, une potentielle participation au salon SDM ou à d'autres manifestations. Donc, l'idée, c'est qu'on est à votre disposition voilà, pour vous faire entrer dans cet accompagnement Team France Export. Donc, voilà, je ne sais pas si, Raïssa, tu souhaites dire un petit mot de conclusion. Emmanuel et Sophie également, n'hésitez pas. Merci beaucoup de nous avoir donné l'opportunité d'avoir pu présenter ces informations sur du point de vue un peu global. C'est vrai qu'on n'a pas souvent des contacts avec les entreprises des Caraïbes et c'est toujours très intéressant de voir un peu les spécificités de votre région, de votre zone, pour qu'on puisse bien la prendre en compte aussi. Donc, merci pour ces présentations. Merci Sophie. Raïssa, vous voulez prendre la parole? Vas-y. Non, je voulais juste rajouter effectivement que les études étaient très ciblées. Ça montre en fait justement toute la précision et la qualité de la Team France Export et sur différents secteurs. Donc, c'est vrai que
toutes les études qui peuvent être menées. L'idée, c'est de pouvoir les amener au public ultramarin. Et donc, à l'avenir, bien sûr, on est à l'écoute et c'est en se nourrissant en fait, de vos attentes qu'on arrive justement à réaliser des études qui vous servent. Voilà, donc ne pas hésiter à faire remonter les informations pertinentes et les besoins et les attentes. C'est comme ça qu'on arrive à justement à cibler juste. Donc, voilà, n'hésitez pas. Parfait. Je voulais juste rajouter, effectivement, puisqu'elle est présente avec nous, donc ma collègue Isabelle Lise, donc, qui est référente à la CCI Martinique pour le secteur environnement, donc que certains doivent connaître. Donc Isabelle Lise qui est présente avec nous. Donc voilà, l'idée c'est que nous accompagnons donc Team France Export, les entreprises de cette filière Clean Tech, et nous allons nous appuyer donc localement et à l'international sur des experts également de cette filière. Donc, je sais qu'Isabelle a relayé auprès des entreprises avec lesquelles elle travaille sur des sujets locaux, cet atelier et ce programme. Et voilà, je tenais à remercier Isabelle, et on travaille vraiment en collaboration sur l'ensemble de ces thématiques, et notamment la thématique de l'export. Merci Isabelle. Oui, excusez-moi, oui, vous m'entendez? Oui. Oui, effectivement, donc on travaille en étroite collaboration avec le service international. Donc, je m'occupe plus particulièrement des entreprises qui évoluent dans le secteur des éco-activités, donc eau, énergie, déchets, effectivement. Et donc, on fait un travail en fait d'accompagnement sur ces entreprises-là, mais aussi en fait auprès des entreprises de façon plus générale pour les amener à développer des pratiques plus respectueuses. En tous les cas, on reste à leur disposition si elles souhaitent en fait faire tout ce qui est veille technique ou récolter de l'information en vue justement ensuite de les orienter vers l'équipe de Nathalie et préparer éventuellement leur passage à l'export. Voilà. Merci beaucoup Isabelle. Bon, je profite de la dernière petite minute qu'il nous reste pour partager avec vous donc notre prochain rendez-vous, donc qui est donc les rendez-vous de l'international. Donc c'est le grand rendez-vous qui se déroulera du 6 au 29 avril, donc presque tout le mois d'avril. Et ces rendez-vous de l'international, voilà, c'est du 100% digital, donc des conférences, des ateliers, mais également des rendez-vous B2B avec les experts, entre les experts et les entreprises. Donc voilà, ce seront des conférences, des ateliers sur tous les marchés, donc la Caraïbe, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Afrique, des marchés porteurs. Donc vous pourrez bénéficier voilà, des conseils des experts, élargir votre réseau d'affaires, identifier les dispositifs de soutien pour véritablement vous lancer à l'international avec le moindre risque. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire et à participer à cet événement. Donc, je ne sais pas si vous aviez vu à l'écran. Donc, à cet événement, on pourra vous envoyer également les liens d'inscription et les différentes informations concernant ces rendez-vous de l'international de la CCI Martinique. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup de votre participation, et puis on va vous libérer. Il est 11h et on a bien tenu notre timing. Merci à tous de votre participation. Je vous dis à très bientôt.